Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se plonge sur les tendances culturelles qui font flamber le marché Pokémon. C'est un acteur souvent invisible, mais qui est ultra puissant. On va chercher vraiment à comprendre la culture et à anticiper les prix potentiels que cela peut provoquer directement sur notre marché. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo si elle vous plaît. Et on se retrouve donc pour cette thématique qui est souvent ignorée, mais qui est pour moi aussi un élément très important, notamment lorsqu'on va venir investir sur le marché. Et vous le savez, vous avez des mouvements qui font que certaines cartes Pokémon cartes ou bien sûr séries Pokémon, vont devenir immédiatement recherchées, même si leur rareté en tant que telle, la rareté technique, n'est pas vraiment exceptionnelle. Et le but, ça va être de comprendre en fait ces tendances, anticiper les hausses de prix qu'elles peuvent provoquer et bien sûr, éviter les erreurs et savoir où et quand investir intelligemment. Donc c'est très simple, cette vidéo va s'articuler avec plusieurs parties, notamment une première partie sur la nostalgie, la deuxième sur la pop culture, la troisième sur les séries animées et les jeux vidéo, la quatrième sur les tendances sociales et communautaires, la cinquième avec notamment l'influence de la mode, la sixième avec les cycles, la septième avec l'implication pour les investisseurs, et enfin on aura une conclusion directement. On attaque donc cette vidéo par notre fameuse nostalgie. La nostalgie comme moteur central. Vous le savez, j'en parle assez régulièrement, mais je pense que c'est très important de le remettre toujours en avant. La nostalgie, c'est probablement le facteur culturel le plus fort qui va venir influencer notre marché. Déjà, on a les générations qui ont grandi avec Pokémon, le Basset, Neo, etc. Donc les années 90, tout début 2000, qui vont chercher à retrouver cette enfance. Vous avez ensuite la nostalgie qui va venir activer, qui va transformer des cartes ordinaires en véritables objets de désir. Ça, c'est très important. Et vous avez bien sûr des cartes qui sont modernes, mais qui peuvent bénéficier notamment de la nostalgie si elles vont réussir à rappeler une époque ou une série iconique. Et on prend bien sûr des exemples hyper concrets, les rééditions anniversaires. Des cartes en fait qui sont printées à l'occasion du 25e anniversaire, qui ont connu des hausses spectaculaires, car elles vont venir toucher directement la corde sensible des collectionneurs, notamment adultes. Donc en résumé, plus un Pokémon ou une série va réveiller un souvenir émotionnel fort, plus son prix peut exploser rapidement. Et bien sûr, on le dissocie totalement et il est indépendant de sa rareté technique. Voilà pourquoi on arrive sur le deuxième point, qui est la pop culture et les collaborations. Ensuite, on a bien sûr cette influence directe de la pop culture sur notre marché Pokémon. Pokémon va collaborer bien sûr avec des marques, des artistes, des licences. J'ai pris quelques exemples ici. Vous avez McDo, vous avez potentiellement aussi Uniqlo, vous avez plein de typologies. Des collaborations artistiques aussi japonaises. Ces cartes ou bien sûr les produits qui vont venir immédiatement de cette typologie de collection vont sans doute devenir collector et très rapidement, même si elles sont modernes, hein. Et pourquoi ça va venir marcher? Parce que le marché ne regarde pas seulement la carte Pokémon, il va regarder derrière l'objet culturel qui s'ensuit. Donc une collaboration populaire va pouvoir créer un prix premium instantané. Et la petite astuce pour les investisseurs, c'est de suivre aussi en partie la pop culture. C'est hyper important. Et aussi important, je pense, que de suivre le grading ou la rareté directement d'un set. Et on arrive sur notre point numéro 3, qui est bien sûr lié à cette pop culture, les séries, animés, films et jeux vidéo. On le sait, Pokémon est unique par ses médias multiples, notamment sur les effets sur le marché. On sait qu'ils ont beaucoup, beaucoup de canaux différents sur lesquels ils peuvent réussir à créer cette nostalgie, à créer cette pop culture. Les sorties d'animés, les films, les jeux vidéo vont déclencher automatiquement une demande immédiate sur les cartes potentiellement qui sont liées à l'univers qui est présenté directement. Vous avez en plus des exemples. Si vous avez une carte qui est en featuring avec un Pokémon emblématique d'un film récent, bah, vous allez pouvoir voir potentiellement son prix qui va doubler en quelques semaines, alors que de base c'était une carte tout à fait classique sur le marché. Vous avez aussi un effet qui est amplifié par la répétition médiatique. Chaque diffusion, chaque événement
va venir renforcer directement la valeur perçue par les acteurs du marché. Et donc, pour investir intelligemment, il va pas falloir donc uniquement connaître les cartes entre guillemets par cœur. Il va falloir réussir à anticiper l'exposition culturelle et médiatique que Poké Company va mettre en avant pour cette typologie. Et ça vous permet de tout anticiper directement. Et on arrive notamment à la partie numéro 4, qui sont les tendances sociales et communautaires. Aujourd'hui, c'est simple. On le sait, les communautés en ligne vont influencer énormément les prix. TikTok, YouTube, Discord vont permettre notamment à une hype de se créer quasi instantanément. Les collectionneurs par la suite vont en fait notamment suivre ce que les influenceurs vont mettre en avant, en partie, et récupérer ce qui leur plaise le plus et faire exploser directement certaines choses. Et une seule vidéo qui met en lumière, par exemple, une carte japonaise, un set rare, peut faire exploser le prix du jour au lendemain. Et on l'a vu. Et c'est ce qu'on appelle notamment l'effet social proof. Si tout le monde veut la carte, sa valeur perçue va donc augmenter, même si elle est techniquement qu'une carte commune. Et on arrive avec, bien sûr, les cartes comme statut et comme symbole. Et c'est notamment dû à la mode. Parce que certaines cartes vont devenir des véritables statuts sociaux, pas juste des objets de collection. Les cartes japonaises, par exemple, ou les éditions spéciales sont considérées beaucoup plus premium sur notre marché. Vous avez certains Pokémon qui sont iconiques ou qui vont illustrer directement une puissance de Pokémon ou d'un set en particulier, qui vont devenir des symboles culturels. Pikachu, Dracofeu, Lugia, Mewtwo, et je pourrais vous en citer d'autres. La possession de cette typologie donc de cartes va montrer un certain statut social ou culturel. Et surtout dans les communautés de collectionneurs, en plus de celles des investisseurs, eh ben, vous allez réussir à atteindre un certain statut si vous possédez telle ou telle carte. Donc, petite conclusion simple, le prix n'est plus seulement basé sur la rareté même, mais sur la perception et la valeur culturelle de la communauté. Et voilà pourquoi on arrive notamment sur les cycles de hype et les effets des événements. Le marché Pokémon est fortement impacté lorsqu'il y a quoi? Des événements culturels notamment, des anniversaires, sorties de films, de jeux, de tournois. Et tout ça va jouer parce qu'il y a des annonces, parce qu'il y a des choses qui sont faites exclusivement sur ces événements-là. Chaque événement va créer un pic de demande qui sera temporaire, qui va se maintenir exclusivement s'il y a une communication spécifique dessus. Un exemple, lors d'un set anniversaire, certaines cartes modernes ou sets spéciaux vont voir les prix exploser avant de se stabiliser ou même de rechuter. Et l'astuce hyper simple pour un investisseur, ça va être de surveiller les anniversaires, ce qu'on fait aussi actuellement de notre côté, les sorties majeures et réussir à anticiper ces cycles pour pouvoir acheter avant la hype et revendre au meilleur moment. Et on arrive notamment sur, pour l'investissement, notre dernière partie, avant la conclusion, les 5 règles pour investir intelligemment. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est simple. Identifier les Pokémon iconiques qui vont bénéficier d'un statut culturel extrêmement fort. Surveiller les collaborations et sorties médiatiques. Elles vont créer des hausses rapides, inattendues, mais parfois temporaires. Anticiper les anniversaires et les événements. Ce sont souvent les moments où les prix peuvent flamber. En quatrième point, comprendre au mieux la psychologie de la communauté, les hypes, les réseaux sociaux, les influenceurs, les influences, bien sûr, des mouvements qui peuvent se créer au sein des communautés, que ça soit de prix, de rareté. Et bien sûr, le mieux, c'est de réussir à intégrer ces communautés-là pour comprendre au mieux ce qui peut se passer. Et cinquièmement, c'est diversifier son portefeuille entre des cartes classiques, des éditions japonaises, des séries spéciales, des cartes liées aussi à la pop culture, des cartes gradées aussi potentiellement. En clair, il faut comprendre les tendances culturelles et grâce à ça, vous maîtrisez le marché invisible derrière les cartes. Et pour donc vous donner une conclusion notamment là-dessus, la culture va dicter le prix. Si on résume, les tendances culturelles du marché, c'est un moteur qui est donc invisible, mais ultra puissant sur notre marché Pokémon. Nostalgie, pop culture, médias, communauté. Vraiment, c'est une mode qui va déterminer ce que les collectionneurs et les investisseurs valorisent sur le marché. Et pour réussir, il va pas suivre
Pour réussir, il ne faut pas non plus faire que suivre les cartes. Il faut en fait lire la culture autour des jeux et anticiper les cycles potentiels. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, potentiellement aussi booster la vidéo. Je vous remercie et n'hésitez pas à vous rappeler aussi que le marché Pokémon n'est plus juste un marché de cartes, c'est un phénomène culturel.